Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous découvrons aujourd'hui ensemble une autre aventure du Père Brown. L'histoire s'intitule La salade du colonel Cray. Le Père Brown rentrait chez lui après la messe par un de ces matins blancs fantastiques, où la lumière même paraît être un élément mystérieux et nouveau. La brume se levait lentement, et les arbres éparses émergeaient peu à peu de la blancheur, comme s'ils avaient été tracés d'abord à la craie grise, puis au fusain. À la lisière discontinue des faubourgs, les formes des maisons se dessinaient, plus espacées et de plus en plus précises. Il finit par en reconnaître quelques-unes, dont il connaissait les propriétaires, et beaucoup d'autres dont il connaissait au moins le nom du propriétaire. Les fenêtres et les portes étaient toutes closes. Leurs occupants n'étaient pas du genre à être debout, et encore moins sortis à cette heure matinale. En passant tout près d'une belle villa, avec une véranda et un grand jardin d'agrément, il entendit un bruit et s'arrêta net. Il s'agissait sans méprise possible d'un coup de pistolet, de carabine ou d'une arme à feu de ce genre. Mais ce n'était pas le plus bizarre. La première détonation, très nette, fut aussitôt suivie par d'autres plus faibles. Il en compta une demi-douzaine environ. Il pensa que ça pouvait être l'écho. Mais ce qui était curieux, c'est que les répétitions ne ressemblaient guère au son original. Le petit prêtre ne voyait pas du tout de quoi il pouvait s'agir. Les trois explications qui lui venaient à l'esprit étaient le bruit d'une bouteille d'eau gazeuse qu'on ouvre, un des nombreux bruits que peut faire un animal, ou bien celui d'un rire que l'on réprime. Or, aucune ne lui semblait très sensée. Il y avait deux hommes en lui, un homme d'action aussi modeste qu'une pâquerette et aussi ponctuel qu'une horloge, qui allait son petit bonhomme le chemin, sans rien demander à personne. Il y avait aussi un homme de réflexion, à la fois beaucoup plus simple et plus fort, que rien ne pouvait arrêter, et à la pensée toujours libre, dans le seul sens intelligent du terme. Il ne pouvait s'empêcher, même inconsciemment, de se poser toutes les questions qu'on pouvait se poser, et y répondait aussi souvent que possible. Tout cela comme on marche ou comme on respire, instinctivement. Mais il ne sortait jamais consciemment de son rayon d'action professionnel, et dans ce cas, les deux attitudes étaient dûment mises à profit. Il s'apprêtait à reprendre son chemin, dans l'aube naissante, en se disant que ce n'était pas ses oignons. Tout en échafaudant et réfutant instinctivement 20 théories expliquant ces bruits étranges. Puis la grisaille de l'horizon se para d'argent, et dans la clarté plus vive, il s'aperçut qu'il était devant la maison d'un major anglo-indien, appelé Putnam, dont le cuisinier, originaire de Malte, était une de ses ouailles. Il se dit aussi que des coups de pistolet peuvent être une chose sérieuse, qui ont parfois des effets susceptibles de concerner un prêtre. Il rebroussa chemin, poussa la grille du jardin et remonta l'allée. À mi-chemin de la maison, sur un côté, se dressait un édicule, une espèce de petite cabane qui était, il devait le découvrir plus tard, une grande boîte à ordures. Au coin de ce cagibi apparut une silhouette, d'abord une ombre vague dans la brume, penchée comme pour regarder autour d'elle, puis comme elle se rapprochait, sa forme se précisa et prit en vérité une particulière densité. Le major Putnam était un homme large et court, avec, sur un cou de taureau, une de ces trognes apoplectiques, résultat de ses longs efforts pour combiner le climat oriental avec les plaisirs de l'Occident. Mais quoique pensive et absorbée, elle arborait une expression joviale, et même une sorte de sourire innocent. Le major portait à l'arrière de son crâne chauve un grand chapeau en feuilles de palmier qui lui faisait une auréole tout à fait incongrue au-dessus de ce visage. Pour le reste, il portait en tout et pour tout un pyjama rayé rouge et jaune vif qui, malgré ses couleurs chaudes, ne devait pas beaucoup le réchauffer par ce froid matin. Sans doute était-il sorti précipitamment de chez lui, et le prêtre ne fut pas surpris de l'entendre demander, sans autre forme de procès. « Vous avez entendu ce bruit ?» ?»« Oui, répondit le père Brown. Je me suis dit que je ferais mieux de venir voir, au cas où. » Une expression assez étrange s'inscrivit dans les yeux globuleux du major. « Qu'avez-vous pensé que c'était » demanda-t-il. « On aurait dit un coup de fusil ou d'arme à feu, en tout cas, » avança le prêtre un peu indécis. Mais il a été suivi par un bien curieux écho. Le major tournait toujours vers lui le regard calme de ses yeux de merlan frit, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Un flot de lumière défia la brume qui battait déjà en retraite, et dans le jardin surgit ou déboula une autre silhouette, mais plus grande, mince
et athlétique, en pyjama, tout aussi exotique, quoique d'un goût plus sûr avec ses fines rayures jaune citron sur fond blanc. L'homme était plus hâlé que l'autre, mais beau, avec un profil aquilin, des yeux assez enfoncés et des cheveux noirs qui contrastaient avec sa moustache beaucoup plus claire, ce qui lui conférait un aspect assez bizarre, d'autant qu'il semblait hagard. Le père Brown devait noter tous ces détails par la suite. Pour le moment, la seule chose qu'il voyait, c'était le revolver qu'il tenait à la main. « Cray !» s'exclama le major en le considérant. « C'est vous qui avez tiré ?»« Oui, c'est moi !» répondit avec emportement l'homme aux cheveux noirs. « Et vous en auriez fait autant à ma place si vous étiez poursuivi partout par des démons et presque... » Le major l'interrompit avec une sorte de précipitation. « Voici mon ami le père Brown, dit-il avant de poursuivre à l'adresse de Brown. Je ne sais si vous connaissez le colonel Gray de l'artillerie royale. J'ai entendu parler de lui, naturellement, répondit innocemment le prêtre. Avez-vous touché quelque chose? Je crois bien, répondit gravement Gray. Est-ce que, demanda le major Putnam, en baissant la voix, est-il tombé? A-t-il crié ou fait un bruit? Le colonel Gray braquait sur son hôte un regard fixe, bizarre. Je vais vous dire exactement ce qu'il a fait, répondit-il. Il a éternué. Le père Brown fit le geste de porter la main à la tête et s'arrêta à mi-chemin, comme un homme qui se rappelle un nom. Il connaissait à présent la nature, du bruit qui n'avait été produit ni par une bouteille d'eau gazeuse ni par un chien. Voilà que les armes de service font éternuer maintenant, articula le major en ouvrant de grands yeux. Première nouvelle. Comme vous dites, nota faiblement le père Brown. Une chance que vous n'ayez pas braqué votre artillerie vers lui. Vous auriez pu lui faire attraper un fameux rhume du cerveau. Puis, après un silence, il ajouta. C'était un cambrioleur? Rentrons, répliqua assez sèchement le major Putnam, en les précédant. Comme souvent à cette heure matinale, l'intérieur semblait paradoxalement plus lumineux que le ciel au dehors, même après que le major eut coupé l'éclairage au gaz du vestibule. Le père Brown constata avec étonnement que, dans la salle à manger, la table était dressée comme pour un festin, avec de jolies serviettes dans leur rond d'argent et des verres à vin de six tailles parfaitement inutiles en haut de chaque assiette. Il eût été assez normal de trouver à ce moment de la matinée les reliefs du dîner de la veille, mais voir aussitôt une table aussi nettement mise ne l'était pas. Tandis que le père Brown hésitait dans le hall, le major Putnam le bouscula pour rentrer dans la pièce. Et après un coup d'œil furieux sur la table, il lança en bafouillant. Toute l'argenterie a disparu. Les couteaux et les fourchettes à poisson ont été volés. L'huilier ancien a disparu. On a même emporté le pot à crème en argent. Maintenant, père Brown, je peux répondre à votre question. Oui, c'était un cambrioleur. Ce n'est qu'une diversion, dit Gray avec entêtement. Je sais mieux que vous pourquoi on s'acharne sur cette maison. Je sais mieux que vous pourquoi. Le major lui tapota l'épaule d'une façon ordinairement réservée à l'apaisement d'un enfant malade, et dit « C'était un cambrioleur. Il est évident que c'était un cambrioleur. »« Un cambrioleur enrhumé, observa le père Brown. Cela pourrait vous aider à le retrouver dans le voisinage. »« J'ai bien peur qu'il ne soit déjà loin, répondit le major en secouant la tête d'un air funèbre. Puis, comme son ami au revolver se tournait fébrilement vers la porte du jardin, il ajouta sur le ton de la confidence d'une voix rauque. Je me demande s'il est bien prudent d'envoyer chercher la police. Je crains que mon ami n'ait la gâchette un peu facile et qu'il ne soit mis dans un mauvais pas. Il a vécu dans des pays très sauvages et en toute franchise, je crois qu'il s'imagine parfois des choses. Il me semble vous avoir entendu dire, je ne sais quand, répondit Brown, qu'il se croit poursuivi par une société secrète des Indes. Le major Putnam opina du chef tout en haussant les épaules. Je pense que nous ferions mieux de le suivre, dit-il. Je ne voudrais pas qu'il se remette à, disons, éternuer. Ils sortirent dans la pâle lumière du matin, maintenant poudrés de soleil, et virent la haute stature du colonel Gray, pliée en deux tandis qu'il inspectait consciencieusement le gravier et l'herbe. Comme le major s'avançait vers lui, en catimini, le prêtre alla d'un pas tout aussi nonchalant vers le coin de la maison, à 1 ou 2 mètres de la cabane à ordures. Il resta planté là pendant plus d'1 minute, à regarder la déprimante chose. Puis il s'en approcha, souleva le couvercle et passa la tête à l'intérieur. Des nuages de poussière et quelques débris d'une couleur impossible à identifier en retombèrent. Mais le père Brown, qui faisait attention à tout,
ne faisait guère attention à sa propre apparence. Il resta dans cette posture pendant assez longtemps, comme s'il était plongé dans un rite mystérieux. Puis sa tête émergea, des cendres plein les cheveux, et il s'en fut d'un air indifférent. Le temps qu'il rejoignit la porte du jardin, un attroupement s'y était formé. Des gens qui semblaient chasser la morosité comme le soleil avait dissipé le brouillard. Cela n'avait rien de logiquement rassurant. Ce n'était que vastement comique, comme un congrès de personnages de Dickens. Le major Putnam avait réussi à s'éclipser le temps d'enfiler une tenue convenable, un pantalon et une chemise avec une ceinture rouge sur lesquelles il avait passé un veston léger. Ainsi attifé, son visage rougeaud, réjoui, semblait refléter une banale jovialité. Il discourait sur un ton pompeux, mais il faut dire qu'il parlait à son cuisinier, le maltais basané, dont le visage maigre, cuivré et assez soucieux contrastait étrangement avec sa tenue et sa toque d'un blanc de neige. Le cuisinier avait des raisons d'être soucieux, car la cuisine était la marotte du major. C'était un de ces amateurs qui s'y connaissaient toujours mieux que les professionnels. Le seul autre individu au monde qui avait encore le droit de juger une omelette était son ami Cray, et en songeant à cela, Brown chercha l'autre du regard. Sous ce nouveau soleil tout neuf, au milieu des gens habillés normalement, et qui paraissaient avoir tout leur bon sens, il offrait un aspect assez frappant. Le grand gaillard, au port élégant, était encore tel qu'au saut du lit, les cheveux en bataille. Il avançait à quatre pattes dans le jardin, à la recherche de traces du cambrioleur, en frappant le sol de temps en temps, sans doute furieux de ne pas en trouver. En le voyant ainsi ramper dans l'herbe, le prêtre haussa un sourcil attristé et commença à penser que s'imaginer des choses pouvait être un euphémisme. Le groupe, qui comprenait déjà le cuisinier et l'épicurien, comportait une troisième personne, elle aussi connue du père Brown. Il s'agissait d'Audrey Watson, la pupille et la gouvernante du major. À ce moment, à en juger par son tablier, ses manches retroussées et ses manières résolues, elle semblait plutôt dans le rôle de la gouvernante que de la pupille. « Cela vous apprendra, disait-elle. Je vous ai toujours dit de ne pas utiliser ce vieil huilier démodé. »« C'est ce qui me plaît à moi, répondit Putnam d'un ton conciliant. Je suis moi-même vieux et démodé, et les vieilles choses vont bien ensemble. »« Et disparaissent ensemble aussi, comme on l'a vu, rétorqua-t-elle. Enfin, si vous ne vous souciez pas du cambrioleur, je ne vois pas pourquoi je me soucierais du déjeuner. C'est aujourd'hui dimanche. On ne peut pas envoyer chercher du vinaigre et tout ce qu'il faut en village. Or, pour des gentlemen qui reviennent d'Inde, il n'est pas de dîner digne de ce nom, sans un tas de choses épicées. Je regrette vraiment que vous ayez demandé au cousin Oliver de m'emmener à cette messe chantée. Elle ne finit pas avant 12h30. C'est l'heure à laquelle le colonel Cray doit partir. Et je doute que vous arriviez à vous en sortir tout seul. Allons, ma chère, bien sûr que si, répondit le major en la regardant très aimablement. Marco a toutes les sauces, et nous nous en sommes bien sortis, à de nombreuses reprises, dans des endroits très inhospitaliers, ainsi que vous devez maintenant le savoir. Allons, Audrey, vous avez bien mérité un peu de distraction. Vous ne pouvez pas vous occuper du ménage à toute heure du jour et de la nuit, et je sais que vous avez envie d'entendre de la musique. Je veux aller à l'église, dit-elle avec un regard dur. C'était une de ces belles femmes qui resteront toujours belles, parce que leur beauté n'est pas dans leur minois ou dans leur teint, mais dans la structure même de leur tête et leurs traits, bien qu'elle fût encore en pleine maturité, et que sa chevelure brune eût la générosité de forme et de couleur que l'on voit à celle des femmes du Titien. Certains plis aux commissures de ses lèvres, des rides au coin des yeux, révélaient que quelque chagrin laminait. De même que les vents abrasent à la longue les arêtes des temples grecs. Car en vérité, le petit souci domestique qu'elle évoquait avec tant de force était plutôt comique que tragique. Le père Brown déduisait de l'échange que Cray, l'autre gourmet, devait partir avant l'heure habituelle du déjeuner et que Putnam, son hôte, qui n'était pas du genre à renoncer à un dernier repas de fête avec un vieux copain, avait prévu un déjeuner spécial dans le courant de la matinée, pendant qu'Audrey et autres personnages graves et sérieux seraient à l'église. Elle devait y aller en compagnie d'un parent et vieil ami, le docteur Oliver Oman, qui, quoique étant un savant, du genre un peu misanthrope, raffolait de la musique et était même prêt à aller à l'église pour en écouter. Tout cela n'expliquait pas l'expression dramatique du visage de Miss Watson, et le père Brown, répondant à un instant à demi conscient,
se tourna vers l'homme toujours à quatre pattes dans l'herbe, comme s'il avait perdu l'esprit. Alors qu'il s'approchait de lui, il leva brusquement sa tête noire et bourriffée, l'air surpris de le voir encore là. Et de fait, le père Brown, pour des raisons connues de lui seul, s'était attardé, beaucoup plus longtemps que ne l'exigeait et même ne l'autorisait normalement la courtoisie. « Eh bien, s'écria Cray, roulant des yeux hagards, je suppose que vous me croyez fou comme les autres. »« C'est une éventualité que j'ai envisagée, répondit très calmement le petit homme. Et je suis plutôt enclin à croire qu'il n'en est rien. »« Que voulez-vous dire » rétorqua assez sauvagement Cray. « Les vrais fous, expliqua le père Brown, suivent une idée fixe. Ils ne luttent jamais contre elle. Or, vous cherchez à retrouver la trace d'un malfaiteur, alors même qu'il n'y en a jamais eu. Vous débattez. Vous voulez ce qu'un fou ne veut jamais. Et qu'est-ce que c'est ? Vous voulez qu'on prouve que vous avez tort, répondit Brown. À ces mots, Cray se releva brusquement, et, tout chancelant encore, il riva sur le prêtre des yeux affolés. « Par l'enfer, c'est bien vrai, s'écria-t-il. Tout le monde ici cherche à me convaincre que le gaillard en voulait seulement à l'argenterie, et je ne serais que trop heureux de le croire. Même elle, ajouta-t-il en tournant sa tête hirsute vers Audrey. Indication superflue pour son interlocuteur. Elle s'en est pris à moi aujourd'hui. Elle m'a reproché d'avoir fait preuve de cruauté en tirant sur un pauvre bougre de cambrioleur. Elle a dit qu'il fallait que le diable soit en moi pour chercher noise à de pauvres indigènes qui ne font de mal à personne. Et pourtant, j'étais un brave type autrefois, aussi brave que Putnam. Après une pause, il poursuivit. Écoutez, c'est la première fois que je vous vois, mais je vous fais juge de l'affaire. Ce vieux Putnam et moi étions de vieux camarades de combat, mais grâce à certains incidents sur la frontière afghane, j'ai eu mon régiment plus tôt que la plupart des militaires. Et puis, ayant tous les deux été légèrement blessés, nous sommes rentrés au pays pour un moment. Je m'étais fiancé avec Audrey là-bas, et nous revenions tous ensemble. Mais pendant le voyage de retour, il est arrivé des choses, de drôles de choses, avec pour résultat que Putnam veut que je rompe les fiançailles, et même Audrey me fait lanterner. Et je sais ce que ça veut dire, je sais ce qu'il pense de moi, et ce que vous pensez aussi. Voici les faits. Juste avant de quitter les Indes, le dernier jour, je demandai à Putnam où l'on pouvait trouver des cigares de Trichinopoly, et il m'indiqua une petite boutique juste devant chez lui. J'ai eu l'occasion de constater par la suite qu'il avait dit vrai, mais devant est une description hasardeuse quand une maison comme il faut se trouve en face de 5 ou 6 maisons misérables. Il faut croire que je me suis trompé de porte. Celle que je poussais avec difficulté donnait sur un vide obscur, mais alors que j'essayais de faire demi-tour, elle se referma derrière moi, et j'entendis claquer d'innombrables verrous. Je n'avais pas d'autre solution que d'avancer dans le noir complet, suivant une enfilade de couloirs. J'arrivai enfin à une volée de marche, puis à une porte pleine, où je trouvai à tâtons une serrure en fer forgé, à la mode orientale, que je réussis, je ne sais comment, à ouvrir. Derrière, l'obscurité était changée en un crépuscule glauque par une profusion de petites lampes posées au ras du sol, qui éclairaient la partie inférieure d'une gigantesque salle déserte. Et juste devant moi se dressait une sorte de grande chose, comme une montagne. J'avoue qu'il s'en fallut de peu que je ne m'écroule sur la grande plateforme de pierre sur laquelle j'avais émergé, en me rendant compte que c'était une idole. Et ce qui était plus affreux, une idole qui me tournait le dos. Elle avait l'air à moitié humaine, et encore, à en juger par sa petite tête aplatie, et surtout par une sorte de petit appendice caudal, ou je ne sais quel membre additionnel, levé comme un horrible doigt, semblant indiquer un symbole gravé au milieu du grand dos de pierre. J'essayai, en proie à une vive horreur, de déchiffrer les hiéroglyphes dans la lumière crépusculaire. Lorsqu'il se produisit une chose plus horrible encore. Une porte s'ouvrit sans bruit dans le mur du temple, derrière moi, et je vis entrer un homme à la peau sombre, vêtu de noir. Il avait un sourire figé, qui dévoilait des dents d'ivoire dans un visage cuivré. Mais je crois que le plus affreux était de le voir habillé à l'occidental. J'aurais mieux accepté des prêtres drapés dans des tuniques ou des fakirs nus. Cette apparition faisait penser que le satanisme est présent sur toute la terre, ce qui est bel et bien le cas. Ainsi que je devais le découvrir par la suite. Si vous n'aviez vu que le pied du singe, dit-il,
Toujours souriants et sans préambule, nous aurions été indulgents. Nous nous serions contentés de vous torturer et vous seriez seulement morts. Si vous aviez vu la face du singe, nous aurions encore agi avec tolérance et modération. Nous vous aurions torturé et laissé en vie. Mais comme vous avez vu la queue du singe, nous devons vous condamner à la peine capitale. Partez, vous êtes libre. Tandis qu'il prononçait ces mots, j'entendis qu'on ouvrait le verrou en fer forgé qui m'avait donné tant de mal, et très loin de là, tout au bout des sombres boyaux par où j'étais arrivé, s'ouvrirent les serrures de la lourde porte de la rue. Il est inutile d'implorer notre pitié. Partez, vous êtes libre, répéta l'homme souriant. Bientôt un cheveu vous tranchera comme une épée. Un souffle vous mordra comme une vipère. Des armes venues de nulle part s'abattront sur vous, et vous mourrez d'innombrables fois. Sur ces paroles, le mur le ravala, et je me trouvai dans la rue. Cray se tut. Le père Brown s'assit sur le gazon sans façon, et se mit à cueillir des pâquerettes, tandis que le colonel reprenait. Naturellement, Putnam, avec son inébranlable bon sens, se gaussa de mes craintes. Mais depuis cet incident, il a des doutes sur mon équilibre mental. Eh bien, je vais vous raconter, aussi simplement que possible, les 3 choses qui sont arrivées ensuite, et vous verrez qui de nous a raison. La première chose eut lieu dans un village des Indes, à la lisière de la jungle, à des centaines de milles de tout. Du temple de la ville, des populations, de leurs coutumes, et de la malédiction lancée contre moi. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit. J'étais allongé là, sans penser à rien de particulier, lorsque je sentis un léger frôlement, comme un fil ou un cheveu, sur ma gorge. Je me rétractai, mais je ne pus m'empêcher de penser aux paroles de l'homme du temple. Je me levai, allumai la lumière, et lorsque mon regard tomba sur un miroir, je vis une ligne sanglante en travers de ma gorge. La deuxième se produisit plus tard, lors de notre voyage de retour. Nous étions descendus à Port Saïd, dans une sorte de taverne, qui faisait aussi boutique de curiosités, un véritable capharnaüm. Rien n'y suggérait spécialement le culte du singe, mais il pouvait bien sûr s'y trouver des images ou des amulettes à son effigie. En tout cas, sa malédiction était bien là. Je me réveillai une nouvelle fois dans le noir, en sentant un souffle mordant comme une vipère. Je ne saurais exprimer plus froidement, en des termes plus littéraux, ce que je ressentis alors. Mon existence était une agonie mortelle. Je me cognai la tête contre les murs, et je finis par me jeter par une fenêtre, tombant plus tôt que je ne sautais dans le jardin. En dessous, le pauvre Putnam qui, l'autre fois, avait dit que je m'étais égratigné sans m'en rendre compte, prit au sérieux le fait de me trouver, au matin à moitié inconscient dans l'herbe. Mais je crains qu'il n'ait pris au sérieux que mon état mental, et non mon histoire. La troisième chose s'est passée à Malte. Nous étions dans une forteresse, et nos chambres donnaient sur la mer, qui montait presque jusqu'à nos fenêtres. Nous en étions séparés par un mur extérieur blanc, aussi étal que la mer. Je me réveillai à nouveau, mais pas dans le noir. La lune était pleine. Je m'approchai de la fenêtre. J'aurais pu voir un oiseau sur le rempart, ou une voile à l'horizon. Mais je vis un genre de bâton ou de branche tournant tout seul dans le ciel vide. La chose passa par la fenêtre et fracassa la lampe à côté de l'oreiller que je venais de quitter. C'était une de ces massues bizarres, comme en ont certaines tribus orientales, mais aucune main humaine ne la brandissait. Le père Brown jeta la guirlande de pâquerettes qu'il était en train de faire et se leva, l'air songeur. Le major Putnam a-t-il rapporté des curiosités orientales, des idoles, des armes ou autres objets de ce genre, qui pourraient fournir un indice? Des quantités. Mais je crains que cela ne veuille rien dire, répondit Cray. Mais je vous en prie, accompagnez-moi dans son cabinet de travail. En entrant, ils croisèrent Miss Watson, qui boutonnait ses gants, prête à partir pour l'église. Et ils entendirent la voix de Putnam qui gratifiait son cuisinier d'un laïus sur l'art culinaire. Dans son cabinet de travail, qui était aussi un cabinet de curiosité, ils tombèrent sur un troisième larron, habillé comme pour sortir et coiffé d'un chapeau haut de forme. L'individu regardait un livre ouvert sur une petite table à fumer. Il lâcha le livre et se retourna à l'air coupable. Cray le présenta courtoisement comme étant le docteur Oman, mais d'un air tellement réprobateur que Brown comprit que les 2 hommes étaient rivaux. Qu'Audrey le sût ou non,
Le prêtre comprenait un peu le colonel. Le docteur Oman était en vérité un gentleman bien mis, aux traits agréables, quoique assez basané pour être asiatique. Mais le père Brown se dit sévèrement qu'il fallait faire preuve de charité, même envers ceux qui avaient de petites mains gantées, parlent d'une voix parfaitement modulée, se taillent la barbe en pointe et la cire. Le colonel Cray semblait particulièrement irrité par le petit livre des prières que le dénommé Oman tenait dans sa main gantée. « Je ne savais pas que vous donniez là-dedans, » dit-il assez brusquement. Oman ne parut pas s'en offusquer. « Voilà qui serait plus mon rayon, » dit-il avec un petit rire, en posant la main sur le livre qu'il venait de reposer. « C'est un dictionnaire de drogue et de ce genre de choses, mais il est trop volumineux pour que je l'emporte à l'église. » Puis il referma le grand livre avec une sorte de hâte mêlée d'un peu de gêne. « Je suppose, dit le prêtre, comme pressé lui aussi de changer de sujet, que toutes ces lances et tous ces objets viennent des Indes. »« De partout, répondit le docteur. Putnam est un vieux soldat. Je crois savoir qu'il est allé au Mexique, en Australie et aux îles des cannibales. »« J'espère que ce n'est pas chez les cannibales qu'il a appris la gastronomie, répondit Brown, en parcourant du regard les chaudrons et autres ustensiles étranges exposés sur les murs. À cet instant, l'heureux sujet de leur conversation passa par la porte son visage jovial, rouge comme une écrevisse. « Venez, Cray, s'écria-t-il. Votre déjeuner est prêt, et pour ceux qui veulent aller à l'église, les cloches sonnent. » Cray monta à s'habiller. Le docteur Oman et Miss Watson sortirent se joindre avec componction à la procession des fidèles qui se rendaient à l'église. Mais le père Brown nota que le docteur se retournait 2 fois pour regarder en direction de la maison. Il revint même au coin de la rue pour jeter un nouveau coup d'œil. « Il n'a pas pu aller aux poubelles, » marmonna le prêtre intrigué. « Pas dans cette tenue. Mais peut-être est-il venu plus tôt ce matin. » Le père Brown, étant en contact avec les gens, était aussi sensible qu'un baromètre. Mais ce jour-là, il semblait avoir à peu près la sensibilité d'un rhinocéros. Aucune règle de bienséance, stricte ou implicite, ne lui aurait normalement permis de s'incruster au moment du déjeuner des amis anglo-indiens. C'est pourtant ce qu'il fit, tâchant de faire oublier son sans-gêne par une logorrhée néanmoins assez amusante. C'était d'autant plus déconcertant qu'il ne semblait pas vouloir manger. Les 2 autres se régalèrent de plats indiens, curries and kudgeries, les plus raffinés, accompagnés des vins appropriés, tandis qu'il se contentait de répéter qu'il faisait maigre ce jour-là. Il grignotait un morceau de pain, trempait ses lèvres dans son verre d'eau et le reposait sur la table pour ne plus y toucher. « Voilà ce que je peux faire pour vous, s'écria-t-il. Je vais préparer la salade. Je ne peux pas en manger, mais je vais la préparer comme un ange. Vous avez de la laitue ? » « C'est malheureusement la seule chose qui nous reste, répondit le major avec jovialité. Vous vous rappelez sûrement que l'huile, le vinaigre, la moutarde et tout ce qui s'ensuit ont disparu avec le cambrioleur qui a emporté l'huilier. En effet, répondit vaguement Brown, c'est ce que je redoute constamment. C'est pourquoi j'emporte toujours avec moi un huilier portatif. J'aime tant les salades. Au grand étonnement des 2 hommes, il tira un poivrier de la poche de son gilet et le posa sur la table. Je me demande pourquoi le cambrioleur a également emporté la moutarde, poursuivit-il, en tirant un pot de moutarde d'une autre poche, pour préparer un sinapisme sans doute. Et le vinaigre, continua-t-il en faisant apparaître ce condiment. Voyons, est-ce qu'il n'a pas été question de vinaigre et de sac d'épicerie? Quant à l'huile, je crois que je l'ai mise dans ma poche. Il interrompit un instant son verbiage, parce qu'en levant les yeux, il avait aperçu qu'il était seul à pouvoir voir la silhouette noire du docteur Oman, debout sur la pelouse ensoleillée et qui regardait en direction de la pièce. Avant qu'il ait eu le temps de se redonner une contenance, Cray intervint. « Vous êtes vraiment formidable, dit-il en ouvrant des yeux ronds. J'irai écouter vos sermons, s'ils sont aussi amusants que vos manières. » Sa voix s'altéra et il s'appuya au dossier de sa chaise. « Vous savez, il y a matière à sermon dans un huilier, répondit gravement le père Brown. Avez-vous jamais entendu comparer la foi à un grain de moutarde, ou parler de charité et d'onction d'huile? Quant au vinaigre, un soldat peut-il oublier un soldat qui, lorsque le soleil s'obscurcit? Le colonel Cray se pencha un peu en avant et se cramponna à la nappe. Le père Brown, qui assaisonnait la salade,
mit 2 cuillerées de moutarde dans le verre d'eau posé devant lui. Il se leva et dit avec autorité, d'une voix soudain changée: « Buvez-la !» Au même instant, le médecin, qui était resté jusque-là immobile dans le jardin, ouvrit une fenêtre et se précipita en criant: « A-t-on besoin de moi? Aurait-il été empoisonné ?» « Il a bien failli, » répondit Brown avec un faible sourire. « C'est que l'émétique avait très rapidement agi, et Cray était maintenant assis dans une chaise longue, octant comme un poisson hors de l'eau, mais vivant. » Le major Putnam s'était levé d'un bond, son visage cramoisi, tavelé de pourpre. « À l'assassin !» s'écria-t-il d'une voix rauque. « Je vais chercher la police. » Le prêtre l'entendit décrocher d'une patère son chapeau en feuilles de palme et se ruer au dehors. Il entendit claquer la grille du jardin, mais il resta immobile à regarder Cray, et après un silence, il dit calmement: « Je ne parlerai pas beaucoup, mais je vous dirai ce que vous avez besoin de savoir. Aucune malédiction ne pèse sur vous. Le temple du singe était une coïncidence ou faisait partie d'un plan, un stratagème ourdi par un homme blanc. Il n'existe qu'une arme capable de faire jaillir le sang après un contact aussi léger qu'une plume. C'est un rasoir tenu par la main d'un homme blanc. Il y a une façon de remplir une chambre ordinaire d'un poison invisible et fatal: ouvrir le robinet du gaz. C'est là le crime d'un homme blanc. Il n'y a qu'une espèce de massue qu'on puisse lancer d'une fenêtre, faire tourner dans le vide et rentrer par la fenêtre d'à côté. Un boomerang australien, vous en verrez quelques-uns dans le cabinet de travail du major. » Sur ce, il sortit et parla un moment au docteur. L'instant d'après, Audrey rentra précipitamment dans la maison et se laissa tomber à genoux à côté du transat de Cray. Le prêtre ne put entendre ce qu'ils se disaient, mais leurs visages trahissaient la stupeur et non le chagrin. Le docteur et le prêtre marchèrent lentement jusqu'à la grille. « Je suppose que le major était aussi amoureux d'elle, » soupira le père Brown. Et comme l'autre opinait du chef, il ajouta: « Vous avez été très généreux, docteur, vous avez bien agi. Mais qui a éveillé vos soupçons ?»« Une toute petite chose, » répondit Oman, « mais qui n'a laissé de m'inquiéter tout le temps quand j'étais à l'église, si bien que je suis revenu voir si tout allait bien. » Le livre, sur sa table, était un traité sur les poisons, et il était ouvert à une page où il était spécifié que l'action d'un certain poison indien, bien que mortel et difficilement décelable, pouvait être neutralisée grâce aux émétiques les plus communs. J'imagine qu'il a lu cela au dernier moment. Et qu'il s'est souvenu qu'il y avait un émétique dans le service à huile et vinaigre, continua le père Brown. Absolument. Il a jeté l'huilier dans la boîte à ordures, où je l'ai retrouvé avec diverses pièces d'argenterie, pour faire croire à un cambriolage. Mais si vous regardez le poivrier que j'ai posé sur la table, vous y verrez un petit trou. C'est la balle de Cray qui l'a fait, faisant jaillir le poivre et éternuer le criminel. Il y eut un silence, puis le docteur Oman dit d'un air farouche: « Le major met bien longtemps à ramener la police. »« Ou la police a ramené le major, » avança le prêtre. « Allons, au revoir. » Fin. J'espère que cette singulière histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci.